On enchaîne directement avec la sémiologie de l'appareil urinaire après avoir abordé la sémiologie génitale. On va utiliser le résumé de notre camarade Boussouaoui, d'accord? Donc on va voir les signes fonctionnels, l'examen clinique et les examens complémentaires. On suit toujours le même plan. Allez, rapidement. On va commencer par les signes fonctionnels ou bien les signes subjectifs en relation avec l'appareil urinaire. Rapidement, s'il vous plaît, parce que les détails vous les connaissez. L'interrogatoire ou bien anamnèse va rechercher la notion de douleur, trouble de la miction et anomalie de la diurèse, qu'ils soient quantitatives ou bien qualitatives. D'accord? Il y a aussi des troubles, attention, il y a aussi des troubles qualitatifs de la diurèse, on va les voir et les découvrir. Donc, au niveau, lorsque j'examine mon appareil urinaire, je dois rechercher la présence de douleur, de troubles de la miction et de troubles quantitatifs et qualitatifs de la diurèse. On va commencer par les douleurs. La crise de la colique néphritique, s'il vous plaît, le mot colique, quand vous allez trouver le mot colique, colique, c'est un nom, ce n'est pas un adjectif. Je peux utiliser le terme colique comme adjectif en relation avec le côlon, un cancer colique, un cancer colorectal. Et là, le mot colique, c'est un adjectif. Mais il y a aussi un nom, colique. Colique veut dire douleur. Colique veut dire douleur. Donc je peux avoir une colique hépatique, une douleur hépatique, généralement d'origine vésiculaire. Et comme je peux avoir une colique néphritique, c'est une douleur du rein. D'accord? Classe, vous êtes d'accord pour la colique? Elle réalise la plus typique des douleurs rénales, dans un syndrome douloureux paroxystique. Ça veut dire quoi paroxystique? Paroxystique, maintenant par crise. Il y a une crise qui est aiguë. Ce n'est pas une douleur chronique, ce n'est pas une douleur continue. C'est une douleur qui présente des paroxysmes, qui présente des pics. Très bien. Attention, la colique néphritique, c'est une des douleurs les plus intenses qu'on peut ressentir. Colique néphritique, colique biliaire, c'est des douleurs très intenses. Elle correspond à une contraction des fibres musculaires à tendance expulsive des voies excrétrices suite à leur obstruction. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ce qui est écrit ici. Bon, il y a une reproduction de ce qui est écrit dans votre Rosemary Hamlaji. Mais certaines choses ont évolué depuis, d'accord? Donc, c'est quoi l'origine de la douleur de la colique néphritique? S'il vous plaît, pour ne pas créer de mystère. Voici la vessie. D'accord? Et voici les deux reins. Les deux reins. Ça, c'est le premier rein. Ça, c'est le deuxième rein. On avait dit que les uretères, c'était les deux conduits qui liaient les deux reins à la vessie. Ça, c'est un uretère. Et ça, c'est un uretère. Vous avez vu en anatomie, en physiologie, en ce que vous voulez, vous avez vu que les voies excrétrices du haut appareil urinaire commençaient ici au niveau du rein. On avait une papille, des calices mineurs, des calices majeurs, et puis le bassinet, ou bien le piélon. Puis le piélon va donner naissance aux uretères, calices mineurs, qui vont se rejoindre dans des calices majeurs. Les calices majeurs vont donner naissance au piélon, et le piélon va donner naissance aux uretères. Lorsque j'ai un obstacle intrinsèque, extrinsèque, l'essentiel, lorsque j'ai une obstruction, une discontinuité, un arrêt de la circulation des urines des reins vers la vessie. D'accord? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une augmentation de la pression en amont. Une augmentation de la pression en amont. Il y aura donc une dilatation de ces voies excrétrices. Comme les uretères, il y aura une dilatation des uretères. Cette dilatation et cette augmentation de pression, elle va aller en amont et arriver au niveau du piélon. Il faut savoir que la douleur
de la colique néphritique est due à l'augmentation de la pression à l'intérieur du pied long. C'est ça qui cause la douleur. C'est très important à connaître. C'est la dilatation du pied long qui cause la douleur. C'est la dilatation du pied long. Ce n'est pas là du tout la contraction. Non, non. Ça, il y a un mécanisme de lutte puisque l'urétère il est recouvert par des muscles lisses, par un muscle lisse qui va se contracter pour aider au cheminement des urines, mais qui va aussi se contracter lorsqu'il y a un obstacle pour essayer de l'évacuer. D'ailleurs, si l'obstacle, si je retrouve une lithiase calcique ou une lithiase urinaire ici, et que la taille elle est inférieure à 6 ou 5 mm. Si la taille est inférieure à 5 mm, je peux donner des alpha-bloquants. Je peux donner un traitement qui va aider à la contraction des muscles lisses pour faciliter l'évacuation. Mais si la taille est importante, il ne faut pas donner le traitement parce que ça va favoriser l'enclavement. Vous savez très bien que les urétères, ils ont une taille qui va en diminuant du rein vers la vessie. D'accord. Et quand le diamètre est important, donc le diamètre va en diminuant. Le diamètre va en diminuant. Et donc si la taille est supérieure à 5 mm, je ne peux pas l'évacuer. Je ne peux pas l'évacuer. La symptôme serait inférieure à 5 mm pour qu'elle continue son trajet et soit évacuée vers la vessie. Est-ce que vous avez compris? La douleur elle est due à une dilatation des parois pyéliques. Elle est due à une dilatation des voies pyéliques. Khalas? Très bien. Très bien, très bien, très bien. Les circonstances déclenchantes, les microtraumatismes, tels un long voyage en voiture ou là en avion, les plus décriants, d'accord? Donc lorsque je subis un long voyage, il y a des microtraumatismes sur le rein et les voies pyéliques, donc ce qui va aider à la migration d'un calcul pyélique en aval, les urétères, mais c'est aussi un phénomène de stase. Lorsque je voyage, je ne bouge pas. Lorsque je ne bouge pas, je suis en train d'éliminer les mouvements de locomotion théorique qui aidaient à la descente des urines. Donc les longs voyages sont un facteur prédisposant ou le déclenchant aux crises de colique néphritique. S'il vous plaît, c'est quoi une colique néphritique? C'est une douleur ressentie au niveau lombaire qui est due à une obstruction des voies sécrétrices supérieures. C'est-à-dire classe. L'origine, ça peut être une lithiase, ça peut être une compression. Dans le cheminement de notre cours, ce sera la colique néphritique classique. Ce sera la colique néphritique simple, sans complications et qui est due à des lithiases. C'est parce qu'il faut faire la différence entre colique néphritique, qui est un symptôme, ou bien la maladie lithiasique, qui est la présence de calcul à l'intérieur de l'urétère. Il faut faire la différence entre les deux. Ça, la lithiase, c'est la cause la plus fréquente de colique. Mais je viens de vous dire que la colique peut avoir plusieurs origines. Elle peut avoir une origine lithiasique, elle peut avoir une origine tumorale, elle peut avoir une origine mécanique, elle peut avoir comme origine une torsion de l'urétère, elle peut avoir plusieurs origines. D'accord? Il faut faire très attention à ça. Donc, mais l'origine la plus fréquente, c'est la maladie lithiasique. Donc, dès faire ce qu'on a les lithiases, elle peut être le microtraumatisme, une cure thermale. Une cure thermale, c'est une cure par de la chaleur. Ou le sauna, la mésothérapie, je ne sais pas. L'essentiel, c'est que lorsque je vais appliquer la chaleur, il y aura une dilatation les voies urinaires, ce qui va permettre le transport des lithiases et leur enclavement dans des parties plus fines. Parce que des fois, on peut vivre avec un rein et à l'intérieur de ces reins, il y a des calices et j'ai un calcul qui est ici, qui ne dérange pas. Lorsque je fais cette cure thermale ou lorsque je suis en voyage, là, il va migrer et obstruer ici, ce qui va déclencher la douleur. Ouais, il était gentil, il était asymptomatique. Et ensuite, il y a des facteurs déclenchants, il y a des modifications. Elles ont fait en sorte que voilà, elles ont fait en sorte qu'ils soient enclavés. D'accord? Très bien, très bien.
Un écart alimentaire tel un repas riche en viande. Un repas riche en viande, c'est la maladie lithiasique, mais ça provoque un autre type de lithiase. Parce que la lithiase en elle-même, c'est quoi? C'est l'obstacle à l'intérieur des voies urinaires. Mais l'obstacle, il peut avoir plusieurs constitutions. Ça peut être une lithiase calcique, mais ça peut aussi être une lithiase urique. Une lithiase urique. Une lithiase qui est constituée par l'acide urique. Ou l'acide urique, c'est un acide qui provient de la dégradation des acides aminés. Ça, les acides aminés. Ou les acides aminés viennent des protéines. Donc lorsque je mange beaucoup de viande, il faut savoir que le métabolisme des protéines et des acides aminés a un métabolisme qui va nous favoriser la synthèse de bases azotées, pyrimidiques, d'accord, comme les purines, de bases puriques, d'accord, et dont la dégradation nécessitera la synthèse d'acide urique. Je ne sais pas si vous connaissez la crise de goutte. La goutte, c'est une douleur au niveau du gros orteil. Elle est due aussi à une accumulation d'acide urique. C'est des cristaux d'urate qui vont se déposer au niveau de l'articulation. Et dont la déposition va favoriser l'apparition de syndromes inflammatoires qui vont créer de la douleur. La maladie urinaire qui cause... Ben c'est ça, c'est l'accumulation d'urate. C'est l'incapacité d'éliminer en grande quantité ou en quantité suffisante l'acide urique. Donc l'acide urique on peut avoir ça en cas d'insuffisance rénale, mais il y a beaucoup de causes, d'accord? Il y a d'autres causes. S'il vous plaît, l'essentiel c'est que l'accumulation d'acide urique qui me provoque la goutte de l'articulation. S'il y a accumulation de l'acide urique au niveau des reins, il peut me provoquer des lithiases uriques, mais calciques. Eh bien, le repas riche en viande, un repas riche en viande, comme ils vous ont dit ici, peut me provoquer une lithiase urique, mais calcique. Vous avez compris? Très bien. Les prodromes, qu'est-ce que ça veut dire un prodrome? Oui, allez-y. Très bien. On a la maladie, on a la douleur qui précède la crise. Donc les prodromes, les signes cliniques qui vont précéder la crise en elle-même, c'est quoi? C'est l'apparition de douleurs lombaires vagues. C'est des douleurs, c'est pas une crise, c'est des douleurs vagues, d'accord, très vaguement ressenties par le patient. Des brûlures mictionnelles, parce qu'il y a des petits cristaux qui sont migrés dans la vessie, donc ils détruisent la paroi de l'œil, donc il y a des brûlures urinaires. Parfois une hématurie, une légère hématurie du sang filant. Parce que les cristaux, lorsqu'ils sont éliminés, ils vont frotter des parois dans les voies urinaires et ils vont les faire saigner. Donc on peut avoir une hématurie. Et donc c'est des signes qui précèdent ou qui peuvent annoncer la survenue d'une prochaine colique néphritique. Le début, il est brutal, le plus souvent, associé à une douleur à la trouble de la miction. Très bien. Donc, je vais ressentir des prodromes. Ils ne doivent pas nécessairement être présents, mais lorsqu'ils sont ressentis, ils annoncent la survenue de cette colique, jusqu'à ce qu'il y ait apparition brutale de la douleur. Il y a la douleur en elle-même maintenant. La crise de colique néphritique associe une douleur et le trouble de la miction. La douleur, le siège, elle est importante à caractériser cette douleur, il faut la connaître. Elle est lombo-iliaque unilatérale, ici. C'est des douleurs lombaires, d'accord? Et c'est des douleurs atroces. Est-ce que vous avez vu déjà une colique néphritique? Non? Qu'est-ce qui fait les urgences de la urologie? Vous allez en voir une dizaine par cas, tout ça. À irritation descendante vers la région inguinogénitale. Donc c'est des douleurs dont le siège maximal est ici, au niveau lombaire, et qui vont descendre jusqu'à la région génitale, jusqu'aux organes génitaux externes. D'accord? Voilà, parce que c'est des douleurs diffuses. Vous vous souvenez des voies pneumopathiques qu'on avait en physiologie nerveuse? Je ne sais pas si c'est la sensibilité thermo-algésique. Les terminaisons nerveuses qui véhiculent les messages
thermo-analgésiques. C'est des voies qui sont plutôt diffuses. C'est des faisceaux qui ont une même origine et qui vont diffuser vers des organes voisins anatomiquement. Et ça va nous aider beaucoup lors de la métamérie. Par exemple, lorsque vous avez une douleur appendiculaire, une douleur au niveau de... Lorsque, au cours d'une appendicite, la douleur de l'appendicite est très caractéristique dans le sens où elle commence au niveau de l'épigaste. Ici. Puis la douleur va migrer au niveau de la fosse iliaque droite. Pourquoi? Parce que les terminaisons nerveuses qui sont destinées à la fosse iliaque et à l'épigaste vont cheminer vers le même origine et le même tronc. Donc il y a la douleur, l'origine de ici, mais il va sensibiliser des terminaisons nerveuses qui vont cheminer avec le nerf. Quand on fera en astrologie, avec la racine commence au niveau des épigaste, puis va migrer vers le fosse iliaque droite. Maintenant c'est la même chose, c'est des douleurs irradiées qui commencent ici et vont s'irradier vers toute cette région. D'accord? Parce que toutes ces régions vont se rencontrer par une même racine. Très bien. Donc le type, c'est une sensation de déchirement. D'accord? C'est une douleur très intense. On peut aussi ressentir des piqûres ou des brûlures. Mais par plus fréquente, c'est la sensation de déchirement. Très bien. L'intensité, c'est une douleur comme très extrême. Lorsque vous donnez une échelle visuelle analogique, c'est une douleur atroce. Vous connaissez les vents, échelle visuelle analogique, c'est une échelle de douleur de 0 à 10. Si il faut monter cette douleur de 1 à 10, d'accord. Mais si c'est une adolescente algérienne, 10. D'accord. En général, les hommes ressentent moins la douleur que les femmes. Oui, non? Non. Si. En général, les hommes hospitalisés, même la maladie, les hommes hospitalisés, un homme hospitalisé, parce qu'ils ont moins tendance à. Alors que les femmes sont plus facilement hospitalisées, je pense, après ce que je dis. Mais, au long cours, les femmes ont plus de patience que les hommes. Ça vaut je pense. En aigu, les hommes sont plus résistants. Les hommes sont plus résistants. Les femmes sont plus résistantes. Voilà, je pense. Non, c'est faux. Peut-être. Allez, permanente, avec paroxysme, donc c'est une douleur qui est continue et qui s'aggrave par pic. D'accord? Généralement, c'est des femmes obèses ou là en surpoids et que vous voyez déambuler. Comme ça. D'accord? Des fois, c'est des handicaps qui peuvent regarder. Voilà, le malade est agité, voilà, avec l'agitation. Le malade est agité, anxieux, cherchant en vain une position d'idée. Alors qu'il n'y a pas de position qui vient. D'accord? Même si? Intensité, oui, on est en train de parler de ça. Quelle étiase? Urinaire ou là? Oui, c'est la lithiase. C'est la lithiase qui cause la colique néphrétique. D'accord? Une position rénale, d'où le nom de colique frénétique. Que veut dire le mot frénétique? Frénétique, c'est un adjectif qui veut dire fou. Ou qu'il m'épaule, comme un fou. D'accord? Très bien. Les troubles de la miction, c'est une envie impérieuse d'uriner qui se termine par quelques gouttes, qui se termine par l'émission de quelques gouttes d'urine très foncée contenant du sang. Donc, c'est une envie très atroce d'uriner, mais ça ne donne pas des urines. L'examen clinique, donc je vais vous parler des spécificités. On a presque terminé. Je vais vous parler des spécificités. La colique néphrétique simple, la colique néphrétique à risque de complications, la colique néphrétique compliquée. D'accord? Allez.
L'examen clinique, il est normal, il n'y a pas de contracture abdominale. Il y a un signe très spécifique à rechercher, c'est le signe de Giordano. Le signe de Giordano, c'est quoi? Donc, qu'est-ce qu'on examine lorsqu'on réalise un examen urologique? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On commence par un examen classique de l'abdomen, inspection, palpation, percussion, auscultation. Il y a une auscultation, frère? Qu'est-ce qu'on ausculte? Je vais dire la même. J'ai été la dernière. Je vais vous dire ce qu'on ausculte, l'appareil abdominal. Donc après avoir examiné l'abdomen, on va examiner la région des dents. On va rechercher un ballottement rénal, on va rechercher un contact lombaire et on va percuter. On va percuter la région lombaire. S'il vous plaît, c'est quoi le contact lombaire? Le contact lombaire, c'est lorsque je palpe l'abdomen et je mets en même temps ma main sous la région lombaire et je pousse, il y a un contact lombaire. Le rein vient vers moi. C'est le contact lombaire qui signe une hypertrophie rénale. Le ballottement rénal, c'est un rein que je peux percevoir entre les deux mains. Il est en train de balloter. D'accord? Ça, c'est le ballottement rénal. La percussion, c'est quoi? C'est un de signes de Giordano. Il se fait en position assise. Je dévie le dos vers le patient, vers la patiente, et je commence à le frapper. De haut en bas. D'accord? Je le frappe en bas. Je le frappe, et frappe. Et coupe bien fini. Et jusqu'à ce que j'arrive à la région lombaire. S'il y a lithiase polycritique, lorsque j'arrive à la région en amont, juste sur la région obstruée, il va crier, il va sursauter. C'est le signe de Giordano. C'est le signe de Giordano. À part ça, l'examen est normal. Je parle le signe de Giordano. Giordano. L'évolution de la crise, elle est favorable en quelques heures, en moyenne 8 heures. Elle dure 8 heures. À la fin de la crise est marquée par une polyure, une véritable débâcle urinaire. D'accord? Lorsqu'il n'y a plus de douleur, il peut uriner. Elle s'accompagne parfois par l'élimination d'un calcul. D'ailleurs, les jours suivant la crise, on conseille aux patients de tamisser ses urines. Ou des pipi. Ensuite, il faut vérifier. Parce que s'il y a émission du calcul, on peut l'étudier. On peut étudier sa nature par spectrophotographie, qui est un centre physique, je pense, que les urologues sollicitent pour étudier la nature des calculs. Parce que ça nous permet de faire le diagnostic étiologique avec la lithiase. Lorsqu'on va étudier sa nature chimique, on peut savoir si elle est d'origine calcique, si elle est d'origine urique, si elle est d'origine oxalique. D'accord? Elle peut avoir plusieurs origines, et selon son origine, je vais rechercher les causes de cette lithiase. Si elle est calcique, je vais rechercher une hypercalcémie, un trouble du métabolisme calcique. D'accord? Si elle est urique, je vais rechercher un trouble du métabolisme de l'acide urique. Une goutte. D'accord? Donc, c'est pour le diagnostic étiologique. À la fin de la crise, elle s'accompagne parfois d'élimination d'un calcul. C'est les examens complémentaires. Au moment de la crise, en général, on demande une échographie plus une radiographie attentionnelle. Radiographie de l'appareil urinaire sans préparation. C'est la RSP. Abdomen sans préparation. Radiographie de l'abdomen. À la recherche de quoi? D'un calcul. Ça, le calcul, il doit être radio-opaque. Généralement, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Il doit être radio-opaque et de grande taille. Les amis calciques, mais chauffe. S'il est urique, on ne le voit pas. Parce que les urates ne sont pas radio-opaques, mais bien juste la radio. D'accord? Donc on demande un ASP plus une échographie. L'échographie, pourquoi? L'échographie, elle peut apercevoir un obstacle urique. D'accord? Et c'est surtout pour voir la conséquence sur le haut appareil urinaire. Pour voir s'il y a une dilatation en amont, s'il y a une hydronéphrose, s'il y a une souffrance, si la tête est unilatérale ou bilatérale. D'accord? Donc, les avantages ou les inconvénients. Les avantages de la radiographie, c'est qu'elle est facile,
et qu'elle permet de traverser toute la paroi abdominale et qu'elle aperçoit l'urétère dans toute sa longueur. Les défauts c'est qu'elle ne voit pas les calculs uriques. L'échographie, c'est quoi les avantages? C'est qu'elle permet de voir le retentissement sur le haut appareil urinaire. C'est qu'elle permet de voir les calculs uriques. Les inconvénients, c'est qu'il est très difficile de voir l'urétère moyen. C'est qu'il est très difficile de voir les urétères si le patient est obèse et que l'échographie est un examinateur dépendant. Un examinateur dépendant, c'est qu'il dépend beaucoup de l'expérience du manipulateur, de l'expérience du radiologue. En général, c'est des jeunes résidents qui échographie ou radio? Où espace-froid. Non, espace-froid, normalement, on ne le donne même pas. Ça ne fait pas partie du traitement. Si on les demande, on ne demande pas toujours. Même fait les services, par exemple, en urologie de l'OL, ils ne demandent pas ASP. Ils ne demandent que l'écho, la pratique. Mais qui dit le prof, donc il y a une différence entre ce qu'on doit faire et ce qu'on peut faire. Et là, c'est ce qu'on doit faire. ASP plus. D'accord. Les examens complémentaires, prenons la radiographie, elle montre l'opacité. L'urographie intraveineuse, c'est-à-dire pour la supprimer cardiovasculaire. C'est un examen qui est désuet, qui n'est plus utilisé. L'urographie intraveineuse. Désuet, il n'est plus utilisé. Elle a été largement remplacée par l'uroscan. D'accord? L'urographie intraveineuse, elle n'est plus utilisée. Voilà, c'est d'accord. Montre un rein muet du côté de la douleur. Si vous laissez un rein muet, parce que l'urographie intraveineuse, elle se fait par injection d'un produit de contraste. On fait une radiographie de rein, après on va injecter un produit de contraste. Les voies urinaires. Le rein, quand il y a un obstacle, le produit de contraste ne va pas passer à travers l'obstacle. Donc, l'opacité, le calcul, elle va s'arrêter. Elle ne va pas arriver au rein. Donc, on dit que le rein est muet, il ne parle pas. Il ne fait pas traverser le produit de contraste. On parle de rein muet. La sémiologie de rein muet, elle est aussi utilisée sur l'uroscan. Donc, on parle toujours de rein muet. D'accord? Très bien. Après la crise, c'est au cours de l'exploration de l'origine de ce colique néphritique, normalement on fait un farissage des urines, on envoie à l'étude spectrophotographie le calcul, et on met les exemples complémentaires. On demande au niveau scan. La valeur sémiologique, c'est quoi la valeur sémiologique? La valeur sémiologique. Quelle est l'information que me donne ce signe? Quelle est l'origine étiologique de cette douleur? Il y a la valeur sémiologique de la douleur. C'est quoi? La lithiase urinaire, essentiellement, tout votre groupe de lait, c'est la principale cause, la lithiase. Et il peut être acide, il peut être urique, il peut être oxalique, il peut être de différentes constitutions. Mais il y a d'autres causes. La migration d'un caillot sanguin, par exemple. Caillot sanguin qui était dans la circulation sanguine, il va passer dans le rein, et du rein, il va passer dans les voies urinaires, et il va obstruer les voies urinaires. Donc, je peux avoir comme obstacle, mais chez un calcul, pas une lithiase. Je peux avoir un caillot sanguin qui va me fermer les voies urinaires. D'accord? Une coupure urétérale, c'est quoi? C'est un obstacle mécanique. L'urétère, il traite la roue. L'urétère va se fermer sur lui-même. Une ptose rénale, c'est quoi une ptose rénale? C'est une descente de l'organe. C'est une luxation qui est trop chez le rein, il y a pas. Parce que les ligaments suspenseurs du rein, ils vont se relâcher. Et donc, quand ils se relâchent, ils vont couder l'urétère. Ils coudent mal le rein, ou l'urétère voyez, comme ça. Qui invente le rein? Donc, ça peut provoquer cette crise de colique néphritique. D'accord? S'il vous plaît, généralement,
Généralement, la colique néphrétique, c'est une colique néphrétique simple. Il y a un obstacle lithiatique, elle va durer 8 heures. Je fais un ASP, je fais une échographie et je donne un traitement. Le traitement étiologique que je donne, c'est un INS. C'est quoi? C'est le kétoprophène. C'est le kétoprophène. C'est le traitement à donner. D'accord? C'est le kétoprophène. Généralement, on associe cela, on remplace cela par du Voltaren, mais ce n'est pas aussi efficace que le kétoprophène. Donc, on donne du kétoprophène plus du paracétamol pour la douleur. Paracétamol plus kétoprophène. Des fois, on ajoute le spasfon. Le spasfon n'a pas vraiment d'utilité, mais puisqu'il est connu d'être un antispasmodique qui diminue les contractions des muscles, on le donne. Donc, en général, on donne l'évatrienne. Spasfon, kétoprophène et paracétamol. Quand il n'y a pas de kétoprophène, on le remplace par un autre INS comme le Voltaren. D'accord? On lui donne une ordonnance de 5 jours par un traitement. Il va continuer son paracétamol ou son INS pendant 5 jours. En même temps, on va l'orienter vers l'urologue pour qu'il soit suivi, pour trouver l'origine de cette colique néphrétique et pour traiter la cause. S'il ne traite pas la cause, elle va récidiver, elle va réavoir la traiter. C'est une colique néphrétique simple. Parfois, dans certaines situations, on parle de colique néphrétique à risque de complications. Quelles sont ces situations? Premièrement, c'est la colique néphrétique chez une femme enceinte. La grossesse est un facteur de risque de colique néphrétique parce qu'il y a une augmentation du volume de l'abdomen qui va comprimer les urétères. D'accord? Ensuite, la patiente est immunodéprimée. Il y a 2 individus. L'anesthésie est particulière s'il faut opérer. D'accord? Donc, c'est une situation à risque. Zidou, la colique néphrétique chez un sujet qui a un rein unique. Un rein unique anatomico-fonctionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que monsieur ou la femme, la dame, chez qui il y a une colique néphrétique, elle a un seul rein. Un seul rein parce que c'est fait parce qu'il y a une chirurgicale dans notre rein. Ou là, un seul rein, on parle de rein unique anatomique. Rein unique anatomique. Anatomiquement, elle a un seul rein. Mais on peut aussi parler de rein unique fonctionnel. C'est quoi un rein unique fonctionnel? C'est qu'un rein, elle, c'est la rein. L'autre rein, il est atrophié. Il est détruit par une maladie, par la tuberculose, par le diabète, par l'hypertension. Rein unique fonctionnel. Donc il faut faire la différence entre un rein unique fonctionnel et un rein unique anatomique. L'essentiel, c'est qu'en cas de rein unique, c'est une situation à risque. Parce que s'il y a obstruction, le cas où je laisse l'obstacle, si je ne traite pas la colique néphrétique, si la lithiase persiste, qu'est-ce qu'elle va faire cette lithiase? Elle va créer une hydronéphrose, elle va comprimer le rein. Le rein il peut être détruit. Ou la personne va se retrouver sans rein. Donc elle ne pourra pas vivre sans rein. Donc c'est une situation à risque. Très bien. Une autre situation à risque où la lithiase elle est bilatérale. C'est très rare. Vous avez vraiment une hypercalcémie, une cause importante de lithiase, et dès que lithiase en a. Alors, c'est une situation à risque. Donc, là, une situation où c'est une colique néphrétique compliquée, où la complication bête, c'est quoi? C'est la lithiase infectée. Oui, avec l'obstacle entre le calcul et le rein qui a du pu. C'est une indication d'intervention. Il doit avoir montage de sang. Il faut évacuer le pu. Parce que là, je suis en train de faire une pyélonéphrite. On appelle ça une pyélonéphrite sur obstacle. On ne peut pas laisser le calcul. Il faut enlever l'obstacle, drainer le pu et traiter par antibiotiques. D'accord? C'est une situation compliquée. Zido, les coliques néphrétiques anuriques, où le patient n'a plus d'urine, une colique néphrétique anurique. L'anurie, c'est quoi? C'est l'émission de moins de 50 cc d'urine par 24 heures. Il n'arrive plus à uriner. Quel est le principal diagnostic différentiel? C'est le globe vésical. Le globe vésical, c'est quoi? C'est que les urines yimchou, le rein vers la vessie, mais n'arrive pas à être évacué. La vessie extérieure. Comment on fait le diagnostic différentiel?
Premièrement, par la palpation, on doit chercher une colonne vésicale. Deuxièmement, par le sondage. On doit sonder le patient, faire une sonde. Si je sonde et que je suis sûr que la sonde est à l'intérieur de la vessie et qu'il n'y a pas d'urine, la vessie est vide. Les reins n'arrivent plus à faire venir des urines. D'accord? Là, c'est une colique néphritique annuelle. Ou là, par échographie, où je vois la vessie, il y a la liquide. Une colique néphritique avec insuffisance rénale. Je dose la créatinine. Je la retrouve et là, c'est une situation très grave. Où je peux arriver jusqu'à la dialyse péritonéale. Donc, surinfecté, avec anurie, fébrile ou la surinfectée, la colique néphritique hyperalgique. Hyperalgique, oui, elle est très douloureuse. Généralement, on dit qu'elle est hyperalgique s'il y a résistance aux morphiniques ou là, aux antalgiques de deuxième degré. Maintenant, si paracétamol ça ne marche pas, si la codéine ça ne marche pas, si les morphiniques ça ne marche pas. C'est une colique néphritique hyperalgique. C'est une colique néphritique considérée comme étant compliquée. Ouais, ça dépend de la complication, selon les types de complications. Ça nécessite un traitement plus important, plus invasif. Des fois c'est la chirurgie, des fois c'est le drainage. Cela dépend de la complication. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire la colique néphritique. Donc c'est un symptôme qui reflète une obstruction au niveau des urétères qui va provoquer une distension des pieds longs qui va causer la douleur. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On avance. On va terminer avec la colique néphritique. Les autres douleurs, les douleurs pelviennes, donc il existe des douleurs pelviennes qui peuvent être en rapport avec des signes urologiques. Ah, qu'est-ce que je peux avoir? Je peux avoir des lithiases vésicales. Je peux avoir un cancer. La vessie, ça cause des douleurs. Je peux avoir des lithiases, des douleurs. Tout ça peut causer des douleurs pelviennes. D'accord. Des cystalgies ou des cystites. C'est quoi une cystalgie? C'est une douleur vésicale, d'origine vésicale. Des douleurs prostatiques, testiculaires. Qu'est-ce qui peut causer une douleur au niveau du testicule? C'est ce qu'on a fait dans l'appareil génital. D'accord? Par exemple, une torsion testiculaire, une grosse bourse, le syndrome des blue balls. Vous connaissez les blue balls? C'est les testicules qui se transforment dans la couleur de veine bleue. En général, ça apparaît après stimulation sexuelle sans éjaculation. Ça donne ça chez les hommes. C'est une coloration bleue, ou là en cas de traumatisme, c'est une coloration bleue des testicules avec des douleurs intenses. Blue balls. Balls, c'est les testicules, c'est comme des boules. Des douleurs prostatiques, des douleurs testiculaires. Des brûlures mictionnelles, ça reflète généralement une infection urinaire. Je prends un l'homme, toute infection urinaire est une prostatite, jusqu'à preuve du contraire. Allez, on avance. On va voir la cystite. La cystite, c'est généralement une atteinte de la femme. La cystite est beaucoup plus fréquente chez la femme et la fille que chez l'homme. Définition: réalise une douleur vésicale suite à l'irritation de la vessie. Cette douleur est déclenchée ou renforcée par la miction ou s'accompagne de troubles mictionnels. Généralement, elle est d'origine infectieuse. Infectieuse, c'est la douleur de la vessie. Les signes: brûlure urinaire, pesanteur, des mictions fréquentes, polyurie, d'accord? Parfois hématurie. Attention, dans certaines situations, l'infection urinaire peut donner des hématuries. Mais c'est des hématuries qui ne sont pas persistantes, qui ne sont pas importantes, qui sont caillotantes. D'accord? Donc, des caractéristiques libérales, c'est une infection urinaire. Mais attention, si l'hématurie persiste, il faut explorer. Les causes: une infection urinaire basse ou une pyélonéphrite aiguë. S'il vous plaît, infection urinaire basse, c'est l'infection de la vessie, de l'urètre. Basse, c'est le bas appareil urinaire. Une infection urinaire haute, c'est la pyélonéphrite. Pyélonéphrite, c'est quoi? C'est l'inflammation du rein et des pyélons. D'accord? C'est une infection redoutable qui peut détruire l'œuvre, qui peut évoluer en abcès rénal, voire la destruction infectieuse du rein.
ou elle peut même se déverser dans la circulation sanguine et causer un sepsis, une bactériémie, une septicémie, un sepsis, une dissémination des bactéries dans la circulation sanguine. Classe, on a terminé avec les signes de douleur. On va passer au trouble de la mission. Bon, l'organisation elle n'est pas très alléchante, mais on doit la suivre. Hein. Allez, la miction normale. On va commencer par la physiologie de la miction. Le sujet urine 3 à 5 fois dans la journée et une fois la nuit. Bon. C'est un peu excessif. Hein. Disons 2 à 3 fois par jour et une fois par nuit. Cela dépend de ses apports. Quels sont les apports normaux en eau pour une journée? 1,5 litre à 2 litres, oui. Quelle est la capacité de la vessie? Qu'est-ce que tu as ici? On vous a jamais posé la question. 300 à 500, capacité normale. Le premier ici, à 300. La première envie, qui dit la juillet, pour les toilettes, c'est à 300. 300 à 500. Pour l'envie maximale, c'est à 800 cc. Après, quelques cc après 1000, après 1 litre, la vessie éclate. D'accord? 1100, 1200, c'est la capacité maximale. Oui, la vessie ne peut plus résister. D'accord? Malheureusement, ça peut arriver. D'accord? En cas de rétention urinaire aiguë, surtout chez les HBP, les personnes qui ont une hypertrophie bénigne de la prostate. Rien pour la une diminution de la capacité à éliminer les urines. Parfois, c'est des sujets en même temps diabétiques, donc ils perdent la sensation. Et il faut savoir que le sujet qui a une HPP, qui a une hypertrophie bénigne de la prostate, parfois il y a des éléments perturbateurs. Par exemple, il change de médicament. Il prenait un diurétique, c'est un hypertendu, il prenait un diurétique, il développe souvent ça a une infection. L'essentiel, c'est un élément déclencheur. L'élément déclencheur, je crois, sur une HPP chronique, ça va causer une rétention vésicale aiguë. C'est quoi une rétention vésicale aiguë? Il dit comme le patient, il crie, comme je n'arrive plus à revenir. Là, c'est une urgence, il faut le sentir. Quel parfois, c'est volontaire. J'ai eu un concours où c'était aux États-Unis, où il fallait boire la plus grande quantité d'eau sans urine. Une femme qui a participé à ce concours a eu la vessie qui a été détruite, elle est décédée. Il y a qui mange le plus, qui n'urine pas. Infortune. Très bien, très bien. Donc la mission normale, on a 3 à 5 fois. C'est la durée à 3 à 5 fois par. Ce qui est important, c'est la quantité chez le nombre de missions. La durée normale, elle est à peu près de 0,5 à 1,5 litres par jour. 0,5 c'est la durée obligatoire, il laisse très jour. Chaque miction a un volume compris entre 100 et 300. La miction normale est facile, rapide, elle se fait sans effort, avec un jet régulier, unique. Ça, on appelle unique. Un jet régulier unique. Si j'ai 2 G, c'est anormal. D'accord? Jet régulier unique, qui commence doucement, puis qui va en progressant, il augmente son intensité parce qu'il y a une contraction de détrusor, puis ça va diminuer avec une impression de soulagement. Elle ne s'accompagne pas de fuite post-mictionnelle. La fuite post-mictionnelle, c'est une caractéristique de l'HPP. C'est les gouttes tardives. Parce qu'il y a une obstruction justement dans les voies urinaires. D'accord? Comment on utilise la caractéristique? C'est par la cystomanométrie. D'accord? Il y a une étude des caractéristiques de la miction. On les fait généralement chez la femme qui a une descente des organes. Parce que les troubles de la miction, les troubles de la rétention urinaire sont très fréquents chez la femme. Une femme qui a subi une intervention gynécologique, une femme multiple qui a remis sur sa bouche, ou chez la femme en général. Parce qu'il y a une descente des organes avec
surélevage, ça va provoquer des troubles de la miction. Donc des fois on fait des chirurgies en associant les organes pelviens et en école. Parfois, qu'il y a des exercices physiques qui sont très efficaces, mais que les femmes ne connaissent pas, personne ne les instruit. On les appelle des exercices de Kegel. Vous connaissez pas? C'est des exercices qui permettent de muscler son pelvis. D'accord? C'est des cas de contraction musculaire. C'est le relâchement volontaire. La femme, elle fait le ménage, ou la cours, ou la couche. Elle retient, c'est comme si elle retenait les urines et se relâche. Elle retient, se relâche. Ça permet de muscler les muscles du pelvis. Quand on fait l'anatomie des muscles de la colonne pelvienne, on s'en verrait là. Vous en souvenez de c'est donc ça permet de muscler ces muscles. C'est très important les exercices du Kegel pour une femme. Normalement, l'accouchement chez la femme en général. Donc, essayez de partager des informations. C'est normal. Personne ne le dit. Personne ne l'apprend. Personne ne le partage. Alors que c'est facile. Qu'il y a même des comment on appelle ça, des appareils. Elle peut acheter des trucs qu'elle place la femme à l'intérieur de son pelvis où elle essaie de muscler. Qui les outils qu'on utilise pour la musculation. C'est très important. Parce que les troubles de la miction, c'est handicapant. Comme une femme qui ne peut pas retenir ses qui ne peut pas retenir ses urines, il doit se déplacer avec une couche ou là avec une sonde urinaire. C'est handicapant. Imaginez une enseignante, Flava, ou là, un médecin, ou là, elle n'a pas la capacité de. Ou n'importe quel individu, n'importe quelle personne, elle ne peut pas retenir ses urines. C'est handicapant. C'est moche. D'accord? Donc là, on est là pour les aider. Donc il faut partager ça. Trouble de la miction. Les brûlures mictionnelles. C'est des brûlures au cours de la miction. Ça, généralement, ça reflète une infection urinaire chez la femme. À traiter. Malheureusement, dans la majorité des cas, les patientes ne consultent pas. La dysurie, c'est une difficulté à la miction avec une douleur plus que difficulté lors de la miction. Il existe une gêne à l'évacuation de la vessie qui se fait avec effort. Le malade doit pousser, d'accord, lentement, en plusieurs étapes et sur de petits volumes, de goutte à goutte. C'est très caractéristique de l'HPP. Lorsqu'il y a un obstacle en aval de la vessie, obstacle urétro-prostatique, organico-fonctionnel, d'accord, une sténose urétrale. Les sténoses urétrales, moi je suis pas. C'est quoi une sténose urétrale? C'est un rétrécissement, c'est une diminution du diamètre de l'urètre. Tu vas après un accident, après une rupture urétrale, on va mettre 4 des urètres, après des sondages répétés et agressifs et traumatiques. Les sondages sont apparus. Surtout les traumatismes qui connaissent des vieilles personnes, généralement elles essaient d'arracher la sonde, alors que la sonde, on est le tuyau, on les gonfle. On les gonfle avec un ballon, c'est comme ça. Regardez. Une sonde urinaire, c'est le principe de c'est quoi? Le truc machin. Je ne sais pas si je dessine, est-ce qu'on peut faire une sonde la sonde. Le mécanisme général de la sonde, c'est quoi? Vous avez la vessie à Hakan, d'accord, et vous avez la voie urinaire. On va rentrer par la verge, on va faire rentrer le tuyau terno. Hop, on va le faire rentrer. Qu'est-ce que je comment on sonde? C'est sur des marques que ça doit être fait, ou sur des vraies personnes. On va descendre. Après avoir été sûr de la vessie, comment on peut être sûr de la vessie? Quel est le meilleur argument de très bien la vessie? Vidéo les urines, je la sens. D'accord, vidéo les urines. D'accord, donc dès qu'il y a apparition de les urines, parce que la vessie est vide, c'est compliqué de sonder. Parce qu'on n'a pas le droit de gonfler le ballonnet avant d'être sûr. Non, on a la vessie.
Parce que regardez, une fois دخلنا بعد les urines يدخلوا منا كاين جوج تقابي هنا وهنا لاصون بعد لاصون elle se gonfle واش نغونفلوها par une seringue نغونفلوها بالماء بعد est-ce que avec l'eau avec de l'air c'est كي نهضروا كي نديروا le cours sondage urinaire pourquoi on choisit ça par rapport à ça l'essentiel quand on doit gonfler تتغونفل هنا هكا تيك تيك هكا فيها un sac tout autour qui va se gonfler وعلاش باش كي نعاودو نجبدوها ما تهبطش ما تطيرش ايماجيني نتوما ان فيو يحكم لا صوند ويجبدها دونك سا فا لو تروماتيزي سا بو ديشيري سون urètre كي يعاود يبغى اون ستينوز ديك الانفلاماسيون فيبروز يبغى سا اون ستينوز وانا مشكل gros comment traiter parfois c'est un mauvais médecin lorsqu'il a introduit la sonde urinaire et ben ما دخلهاش مليح دونك حبس هنا هو عملت له راهو داخل لا فيسي il commence à gonfler ويغونفل هنا ويك ويك ويل va détruire le urètre c'est l'apparition des urines quand la vessie vide c'est autre chose quand la vessie vide il faut faire très attention on introduit la sonde et lorsqu'on commence à gonfler, on gonfle doucement en regardant le patient. Si en gonflant on sent une résistance, même les sueurs de sens, je m'arrête. Ou si je vois dans les yeux de mon patient qu'il y a une certaine douleur, une certaine douleur, je m'arrête. Non. Parce que la distance entre la vessie ou la vessie, elle est courte, c'est le premier problème. Le deuxième problème, parfois, la sonde, elle peut aller à l'intérieur des bourses. Elle peut aller dans une hernie où elle va commencer à s'embouler. Il y a des longueur. Il y a qui ben non, il est obligatoire dans certaines situations. Ça y est, ça pourrait le faire. Comment? Qu'est-ce qu'on j'ai fait de لازم ندير مليح لازم ندير مليح السونداج لازم تتعلمي s'il y a un obstacle par exemple au cours de l'HPP des fois on ne peut pas traverser ça devient un sondage difficile d'accord soit on le sonde soit on arrête lorsque le sondage est impossible parce que la vessie parce que la prostate la comprime entièrement par contre on place le sondage par une cystostomie. On fait un trou ici, au niveau de la vessie, on fait la sonde. Il y a toujours une solution. Place, d'accord, on avance. Très bien. Donc, une sténose urétrale, une hypertrophie ou là une maladie du col vésical, où le col vésical est obstrué, il ne permet pas le passage des urines. La porachyurie, on l'a défini dans notre dernier cours, là c'est l'émission fréquente et en petite quantité d'urine. C'est l'augmentation de la fréquence d'émission. Ces émissions peuvent être normales ou réduites. Généralement, elles sont réduites. C'est des petites quantités. Non, je ne suis pas d'accord. Lorsqu'il y a une augmentation de la fréquence d'émission et que les émissions sont normales, on parle de quoi? Lorsqu'il y a une augmentation, de la quantité et de la fréquence des urines, c'est une polyurie. Donc lorsque j'ai mis des urines normales et de façon répétée, c'est une polyurie. C'est pas une porachyurie. Porachyurie par définition, c'est une émission répétée et en petite quantité, pas en quantité normale. D'accord? Sans jamais avoir une augmentation de la DURS. Ça, c'est clair. Les anciens ne savent qu'une augmentation de la DURS. Donc, ils se sont rattrapés. Elle est surtout nocturne, prédominante dans la deuxième partie de la nuit. Surtout chez le sujet qui a une HPP. D'accord? On a bien lancé différentiel avec la polyurie du diabétique. Le diabétique aussi se lève beaucoup la nuit. Le diabétique, il a une DURS élevée parce qu'il a un syndrome polyuropolydipsique. D'accord?
Parfois, il a les deux, le patient. Il a la prostate et le diabète. Vous comprenez? Mais on traite les deux. Ben oui. Heureusement. D'accord. Oui. Le plus souvent, on est pour la curie. Non. Par définition, pour la curie, c'est une émission fréquente et en petite quantité. Il est même de la prostate. Ici, il n'y a pas d'obstacle. Elle est connaître pour la curie. Donc, une polyurie, vous êtes d'accord? Très bien. Étiologie possible, une polyurie. Une polyurie, c'est un obstacle. Il y a un obstacle. Je sais qu'on a pour la curie. Réduction de la capacité vésicale. La vessie diminue de volume. Pourquoi? Il peut y avoir un processus tumoral à l'intérieur. D'accord? Une diminution de la capacité de la vessie. Une stagnation vésicale, c'est aussi, on retrouve ça chez le diabétique. Dans la neuropathie diabétique. La stagnation vésicale, c'est le contrôle sympathique de la vessie ou de le rectum. Il devient détérioré. Maintenant, je ne sens plus que la vessie est mal. Il n'y a plus de contraction involontaire dans les détrusors. Et donc la vessie devient, c'est comme une vessie clavée. Il y a une stagnation. La vessie n'arrive pas à se contracter quand il faut. Ça fait partie des causes qui font que le diabète est un facteur prédisposant. Le diabète est un facteur prédisposant aux infections immunitaires. Non seulement les défenses, le diabétique est immunodéprimé, non seulement il a du sucre dans les urines qui fait nourrir les bactéries, donc il tue les bactéries et réchauffe les urines parce que oui, mais aussi parce qu'il y a une stagnation vésicale. Vous savez, la stagnation des urines flavicies, ça donne le temps nécessaire aux bactéries pour se multiplier. Un des principaux facteurs qui permettent de se protéger contre les infections urinaires, c'est de boire beaucoup d'eau. Parce qu'on a cette flavicie. Les bactéries, vous avez compris? C'est pour ça qu'il faut boire beaucoup d'eau. Parce que ça nettoie les voies urinaires. Ça permet d'éliminer les bactéries qui leur permettre de se multiplier. Alors qu'une personne qui ne boit pas beaucoup d'eau, la vessie va se faire très longtemps. Donc ça donne le temps aux bactéries de se multiplier. Donc il faut faire attention. Si le patient a une stagnation vésicale, oui. Il boit plus d'eau. Il peut y avoir un éclat dans la vessie. Oui. Après, mais ça va avec le temps, il y a une stagnation. D'accord. Vous êtes d'accord? Très bien, très bien. La rétention colonique. Phase de stagnation sans distension. Le malade présente une polyurie avec une désurie. Les urines sont stagnées à la vessie, dans la vessie. Le nombre de mictions diminue, mais la vessie ne commence pas encore à se distendre. La phase de stagnation médicale avec distension, quand ça devient plus grave, quand l'obstacle est plus important. Le malade urine sans arrêt. يولي ما يوصلوش ما يشدش كامل لي زوري وعلاش باسكو لا فيسي تاعو تعمرت للماكسيموم و elle ne peut pas se contracter كي تخشي عندكم une bassine ولا ان بيدون en plastique ولا كتعمروا فيه واش يصرى له يفيض تبقى تفيض لا فيسي هكا il émet des gouttes تبدا تفويتي لا فيسي تاعو c'est la mission par regorgement تفيض regorgement qui réalise une pseudo-incontinence. Ce n'est pas vraiment une incontinence, mais la vessie est en train de fuir. Comment les bassins terminaux? Les bassins terminaux qu'on a fait vaisselle. Fais-vous le côté de la baignoire, fais-vous le côté un trou haka. Comment on l'appelle? Le subluxement local. Avec le trou, je suis à plomberie. Avec le trou, il y a un tuyau. Avec le tuyau, il va descendre. Et c'est quoi le but de la présence à l'autre? C'est pour empêcher les inondations. Quand واحد يمسى العين باش ما تطفيش ما يمشيش ما يبدا يسيل من هذاك التقلب. فهمتوا؟ Vous saviez pas? On appelle le trop-plein. Ça touche les plombiers, trop-plein bloqué, trop-plein. Donc c'est le trop plein. Et il est où là, le bassin est trop plein. Il est plein plus qu'il ne faut.
Donc, il y a des trop plein. Ah, c'est la même chose. La vessie est trop pleine, peut-être fluide. Donc, c'est quoi la signification sémiologique de tout ça? C'est un obstacle à l'évacuation physique. Et c'est surtout l'HPP. L'HPP, c'est un problème de santé publique. Parce que tous les ans, la majorité des enfants, 45, 50 ans, une bonne partie des enfants vont souffrir de ça. D'accord. La rétention chronique, c'est un bon métier. Les patients ne s'arrêtent jamais. La rétention chronique complète des urines, elle survient chez un malade ayant un long passé de dysurie, qui généralement c'est des HPP. Elle est peu douloureuse, elle est soulagée passagèrement par le sondage, qui n'entraîne pas de reprise de la mission spontanée. Grâce à la vessie, elle a perdu toute sa capacité contractile, ça devient comme un sac en plastique. Les amis de sondage, les patients, les amis de Vita, d'accord? Généralement, des patients avec une longue histoire de HPP qui n'a pas été traitée, qui n'a pas été prise en charge. Ça, c'est des rétentions chroniques. Donc, au cours de ces rétentions chroniques, au cours de ces rétentions chroniques, il peut y avoir une crise, il peut y avoir une modification aiguë du fonctionnement, il peut y avoir une infection, il peut y avoir un changement de traitement qui va créer ce qu'on appelle une rétention aiguë d'urine, RAU, ou là une RVA, rétention vésicale aiguë. C'est un accident aigu réalisant l'impossibilité de vider la vessie, un globe vésical, on peut même le palper. C'est un des diagnostics différentiels, tu as une tumeur ovarienne. C'est un des diagnostics différentiels, tu as l'acide qui fait lors de la palpation, la palpation est douloureuse, qui t'a besoin de la vessie ou là, qui t'a besoin de la vessie, ça fait mal. Ensuite, c'est une masse à dôme supérieur ou là à extrémité supérieure convexe vers le haut. Vous avez une vessie qui sort. Elle est plutôt pelvienne. Mais parfois, c'est idéal, ça peut prêter à confusion. Parfois, il y a des verticules, la vessie. Parfois, elle est latéralisée. Non. Parfois, c'est difficile. Diagnostic de certitude, c'est quoi? Lorsque vous sondez, ça disparaît. Lorsque vous la videz, ça disparaît. C'est un accident aigu réalisant l'impossibilité de vider la vessie. Elle se présente comme une envie d'uriner douloureuse, hypogastrique, intense, accompagnée d'une agitation et d'une angoisse. Je t'achète tout mon pipi. Ça fait trop mal. D'accord? La palpation de l'hypogastrie retrouve un globe et elle est douloureuse, c'est une palpation douloureuse. Le sondage physical doit être fait en urgence, comme il entraîne une prise normale de la tuberculose. Alors, je viens de constater, c'est généralement une personne qui a une HPP qui a été modifiée récemment. Cause principale, elles sont traumatiques. Rupture de l'urètre. Et d'ailleurs, en cas de rupture de l'urètre, ça cause aussi une RVA réflexe. Qui sera une rupture de l'urètre, hop, la vessie va se protéger et elle va s'arrêter à la limite urinaire. Attention, rupture. La suspicion d'une rupture de l'urètre est une contre-indication absolue au sondage vésical. Attention, le cas où il y a un traumatisme du bassin ou un globe vésical, on ne le sent pas. On ne le sent pas. Parce que l'on regarde l'urètre. Si vous faites la sonde, vous risquez d'aggraver avec la déchirure, ou là vous risquez de vous promener à l'intérieur de l'abdomen. Un corps étranger à l'intérieur de l'abdomen. Ça, donc on ne sonde jamais une RVA après traumatisme. Jamais. Dans certaines situations, malheureusement, on le fait. On le fait. Donc il y a une atteinte d'hélice. Lorsqu'il y a une atteinte nerveuse, chez le bassin. Je sens des patients. Elle a eu une paralysie dans les membres inférieurs. C'est comme un syndrome de queue de cheval. Tu vois c'est quoi la différence entre un syndrome de queue de cheval et un syndrome du contaminant? Non, très l'essentiel, c'est que il y a eu un truc. Alors, ça, on doit sonder, parce que l'origine n'est pas un traumatisme de l'urètre. Mais s'il y a suspicion de traumatisme de l'urètre, il faut voir ça. Et il ne doit pas buvette. Et il ne faut pas consommer ça. On doit mériter d'être la blouse. C'est trop. C'est compliqué.
Donc, une rupture de l'urine, c'est contredit. Donc, il faut faire attention à ce que vous êtes en train de lire. Le sondage doit être fait en urgence. Ici, les causes de rupture de l'urètre, attention. La rupture de l'urètre est une contre-indication au sondage. Une cystotomie. D'accord? Une atteinte de la colonne nerveuse après fracture du rachis, qui va marquer comme le cas de la patiente. Fracture du rachis, atteinte des racines. Non, c'est pas une contre-indication. Là, c'est une cause avec je me traite comme la rupture de l'urètre. C'est une cause et en même temps une contre-indication dans le sondage. Là, c'est pas une contre-indication dans le sondage. Post-opératoire réflexe, après une intervention kiff-kiff, eh bien, on surveille toujours la reprise de la DRS et la reprise du transit. Parce que moi, la chirurgie elle-même, au moins l'anesthésie, on nous ramène des gens, on nous ramène des personnes, des patientes qui ne sont pas arrivées à uriner après la chirurgie. Généralement, on surveille, ça on va reprendre progressivement. Les autres causes, le rétrécissement urétral, vous connaissez ce que c'est maintenant, c'est généralement post-traumatique. L'adénome prostatique, l'HPV, comme l'HPV, ça les amis quand il y a une rétention aiguë, chronique, ça sera un phénomène qui a transformé une compression de l'urètre par un utérus gravide. Où je mets un utérus gravide? Une grossesse. Donc ça peut comprimer les voies sécrétrices. Une tumeur pelvienne. Alors, vous avez comme femme. Ben, vous n'allez pas retrouver une grossesse chez un homme. Ou une HPV, c'est une femme. C'est clair. La pyurie, c'est une émission de pus par les urines. C'est la présence de pus dans les urines. Les urines ont un aspect trouble qui persiste après acidification. Quelques gouttes d'acide acide. On ne fait plus ça reflète quoi? Ça reflète une infection d'un appareil pulmonaire. C'est pour préciser le contenu chimique de les urines. Quand on met l'acide acétique, le pus il va persister. En général, je pense qu'on ne fait plus ça. Ce qu'il faut faire, c'est l'ECBU, c'est l'examen cytobactériologique des urines pour prouver la présence d'une infection. Parce que le pus, en fait, c'est quoi? C'est des polynucléaires altérés. D'accord? Donc, là, on va faire un examen cytologique à la recherche des cellules immunitaires pour prouver la présence de l'inflammation. Et on va aussi faire un examen bactériologique à la recherche des bactéries. En général, quand il y a du pus, c'est le gonocoque. C'est le gonocoque. C'est le gonocoque, qui est un streptocoque. D'accord? Qui est un cocci à gram négatif, qui est un CGM. Diplocoque, qu'on peut observer au microscope sous forme de diplocoque, de deux bactéries qui se mettent ensemble. On peut les retrouver à l'intérieur des polynucléaires et à l'extérieur. On utilise une coloration spéciale, c'est le bleu de méthylène. Le CBU mettra en évidence la présence de polynucléaires. Voilà. Polynucléaires plus ou moins altérés, plus de dileucocytes, c'est pas important. Et la présence de germes en grande quantité. Les germes en grande quantité, c'est généralement le gonocoque, les gonocoques. Pardon, je me dis comme. Je n'ai pas parlé de méningocoque, j'ai parlé de gonocoque. Allez, on avance. C'est des cocci gram négatifs. Les hématuries, c'est quoi? C'est la présence de sang dans les urines. Les hématuries sont la présence de sang dans les urines. L'hématurie peut être macroscopique, comme elle peut être microscopique. Macroscopique, microscopique. S'il vous plaît, macroscopique, je la vois. Microscopique, je la détecte avec la bandelette urinaire à l'examen ECBU. Une hématurie microscopique est une hématurie non détectable à l'œil nu. D'accord? Très bien. L'hématurie macroscopique, les urines sont colorées en rouge.
Le rouge peut être rouge vif ou sombre. Elle devra être distinguée de l'hémoglobinurie d'une coloration alimentaire ou médicamenteuse. L'examen cytologique au microscope qui mettra en évidence des émotions globuleuses. S'il vous plaît, donc classe. L'hématurie, on a prouvé sa présence. قبل ما نحكي لكم على les caractéristiques تاعها, la quantité, l'origine, est-ce qu'il y a une anémie ou il n'y a pas, est-ce qu'elle est caillotante ou elle n'est pas caillotante, et qu'est-ce que ça reflète. Elle devra être distinguée d'une hémoglobinurie, d'une coloration alimentaire ou médicamenteuse. C'est quoi Nado? C'est des diagnostics différentiels de l'hématurie. Le premier diagnostic différentiel d'une hématurie, c'est l'hémoglobinurie. L'hémoglobinurie, c'est quoi? C'est la présence d'hémoglobine dans les urines, pas de globules rouges. Vous allez me dire c'est quoi la différence? Je vais vous dire c'est quoi. L'hématurie qui trouve il y a quelque chose qui saigne, il y a des vaisseaux qui ne vont pas bien. Soit c'est un traumatisme, soit c'est une tumeur, d'accord? Il y a des globules rouges complets qui ont traversé quand même la paroi des vaisseaux. Mais ça quand il y a de l'hémoglobinurie. L'hémoglobinurie, c'est de l'hémoglobine sans globule rouge. Il y a eu une destruction dans la paroi du globule rouge. Il y a eu une augmentation de la quantité d'hémoglobine dans le sang qui a été transférée vers les urines. Donc l'hémoglobinurie, elle signe plutôt une hémolyse. Quand je retrouve une hémoglobinurie, ça veut dire que j'ai des globules rouges qui ont été détruits. Alors que l'hématurie, non. Ça, tu as une destruction des globules rouges. C'est très important. Là, très bien. Très bien, très bien. Coloration alimentaire. Il y a des aliments qui colorent en rouge les selles et les urines, qui vont les betteraves. On peut avoir une coloration rouge des urines après avoir mangé des betteraves. Médicamenteuse, certains médicaments donnent une coloration rouge, comme la rifampicine, un antibiotique, d'accord, qui est utilisé dans le traitement de la tuberculose, qui est utilisé dans le traitement de certaines bactéries, comme les Staphylococcus aureus, etc. D'accord? Donc c'est pas une coloration rouge des urines, ça peut donner une coloration rouge des urines. L'examen cytologique au microscope qui mettra en évidence des hématies. Quand on va les étudier au microscope, on va retrouver des globules rouges et non pas de l'hémoglobine libre. D'accord? Très bien. Donc, à l'hématurie microscopique. Hématurie microscopique. Les urines sont claires visuellement. Je ne vois pas du rouge. Ça, quand je les vois au microscope, là, je vais avoir une coloration rouge. Elle n'est décelable que par l'examen cytologique au microscope. L'examen cytologique va retrouver une numérotation par des hématies. Elle sera supérieure à 5 hématies par millimètre cube. Parce que quand le nombre est inférieur à 5, on dit que c'est normal. Ce n'est pas pathologique. On fera surtout le compte à 10. C'est quoi le compte à 10? C'est la mesure du débit des hématies par minute, qui sera supérieur à 5, malgré le taux de passage. On va aussi retrouver ce qu'on appelle des tubules. Des tubules sanguins. C'est quoi un tubule sanguin? Où il y a des cylindres hématiques. C'est quoi un cylindre? En microscope, hein? Parce que les globules rouges, ils sont déformables. Quand ils sont grands, ils sont très augmentés de taille par rapport aux tubules rénaux. Quand ils vont passer par le système tubulaire, l'anse de Henle, du contourné proximal et distal, ils vont prendre la forme d'un tube. Et sortir. Donc je vais avoir des cylindres où il y a des tubes hématiques. Donc ajouter la présence de cylindres dans les urines, cylindres hématiques. L'épreuve des 3 verres, bon, enfin, c'est une épreuve qui des uvettes qui n'est plus utilisée. C'est quoi l'épreuve des 3 verres? On va demander aux patients d'uriner, de remplir 3 verres. Afin de typer l'hématurie selon son origine. Donc on va typer l'hématurie en hématurie initiale,
hématurie terminale ou hématurie totale. Comment? On procédera à l'épreuve de 3 verres. Le malade doit uriner successivement dans 3 verres au cours de la même miction. غادي يدير بيبي في الاول في الثاني في الثالث حتى يخلص الاول باش يروح للثاني حتى يخلص الثاني باش يروح للثالث. Le premier verre recueille le début, le deuxième la majorité de la miction, ou le troisième la dernière goutte, la fin de la miction. Donc on peut avoir une hématurie initiale, l'itban, le premier verre, une hématurie terminale, l'itban, le troisième verre, mais qu'est-ce qu'une hématurie westanienne, l'itban, on parle d'hématurie totale. Donc soit une hématurie initiale, une hématurie terminale, ou là une hématurie totale. D'accord? Si l'hématurie est initiale, je vais dire وبعد يغسلوه les urines. واش معناتها؟ هذا l'origine urétrale. C'est le premier verre teinté, c'est le premier jet qui va rincer la lésion. Origine sous-vésicale, nous on dit urétroprostatique. معناتها l'origine جاي تحت la vessie. فهمتوني؟ بانوا لي مع الاول غير بديت ندير بيبي بان لي دو سون. ومن بعد موراها les urines هذوك يغسلوا هذاك الدم. Ils vont le diluer. معناتها l'origine جايه soit la prostate, soit l'urètre. Donc, si l'hématurie est terminale, seul le troisième verre est teinté. Maintenant, l'origine est vésicale. Parce que, comme tout le monde, une vessie, les urines. Les urines, ils diluent avec le sang. Supposons que la paroi de la vessie est comme ou la paroi de la vessie fait une tumeur. Elle va saigner, ça arrive, les gouttes de le sang, elles vont être diluées dans les urines. Mais une hématurie microscopique. Donc, moi, c'est ça. Lorsque j'ai mis des urines, elles sont claires. Les urines, elles sont claires. Mais au fur et à mesure qu'il y a une TURS, qu'il y a une miction, il y a une contraction de le détrusor. Il y a une compression, la vessie va diminuer le volume. Qui ramasse les urines, le détrusor, il va commencer à comprimer la vessie. Donc il va comprimer le contenu de la vessie et il des urines. Donc c'est des urines terminales. Quand les urines sont terminales, c'est plutôt une miction d'origine, une hématurie d'origine vésicale. Grâce microscopique ou la concentration des hématites à l'urine terminale? Non, dans tous les cas, dans l'épreuve des 3 verres, l'hématurie est macroscopique. Parce que tu fais les verres. Donc vous la voyez. Très bien. En bas, l'hématurie totale, du début à la fin, il y a des urines. Je vais la vessie, elle est quand même les urines. راهي كامل عمرها بلو سون معناتها لا فيسي reçoit du sang من les reins. Maintenant on dira que l'origine de l'hématurie est rénale. L'origine est rénale ou la origine haute, soit les reins, soit les urétères. D'accord. En cas d'hématurie abondante, l'épreuve des 3 verres est inutile. Si vous avez une vessie qui saigne beaucoup, vous aurez une hématurie terminale et qui porte une origine vésicale. Si vous avez un cancer de la prostate qui saigne beaucoup, le saignement va aller vers la vessie. Car quelle que soit son origine, l'hématurie sera totale. Très bien, très bien. Les examens cliniques à réaliser en cas d'hématurie. L'hématurie impose un examen complet. S'il vous plaît, quand vous voyez un hématurie, quel est le premier diagnostic dans votre tête? C'est le cancer de la vessie. Première chose à éliminer. Très bien. Recherche d'un gros rein. S'il vous plaît, l'hématurie impose un examen complet. La recherche d'un gros rein. Pourquoi? La recherche de quoi? Cancer du rein. Cancer du rein aussi se révèle par une hématurie. La recherche des points douloureux urétéraux. À la recherche de quoi? De lithiase, qui peuvent saigner. Le TR, un examen général. TR, pourquoi? À la recherche d'un cancer de la prostate qui peut saigner. La cystoscopie est indispensable parce que la cause n'est pas évidente. C'est quoi la cystoscopie? Une caméra à l'intérieur de la vessie pour voir s'il y a une lésion bourgeonnante, ulcérante, je vais un prélèvement, je vais battre dans la pâte. Alors, je suis un cancer de la vessie. Les causes des hématuries maintenant.
basse, sous-vésicale, ou la urétro-cervico-prostatique, adénome de la prostate, cancer de la prostate. Maintenant, il saigne très rarement. Il peut saigner. C'est quand vous avez un patient de plus de 50 ans, il y a une hématurie, mais je vous un HB. Non. Non. Il faut toujours qu'il y ait un cancer de la prostate, un cancer de la vessie, surtout un cancer de la vessie. Vésicale, les cystites, comme savant, ça c'est généralement des hématuries qui ne durent pas. Il dirait un seul épisode d'hématurie en général. Où là, ça dure quelques jours. Les lithiases, les fistites, les cystites, la bilharziose, les tumeurs. Ah, la bilharziose, c'est quoi? Elle est on fait parasite ou la maison? La bilharziose. C'est une infection, oui. On dit comme parasite. Infection. Eh? Par schistosoma hématobiome. D'accord? Quand il y a des fois en Algérie, il y a un pays très connu un pays très connu. Oui, c'est un pays endémique à la bilharziose. C'est quel pays? L'Égypte. D'accord. L'Égypte. Il y a un chanteur très connu qui a de la bilharziose aussi. Abdelhalim Hafid. Il a de la bilharziose. Boussfire. Parce que la bilharziose fait une atteinte hépatique, il y a tant de jaunisse. Mais c'est également le soir. D'accord. Allez, on avance. Bon, alors je ne sais pas si vous connaissez. Abdelhamid Kishk, c'est un prédicateur. Où il était connu pour sa personnalité brutale. Ouais, je pense qu'il avait trop souffert durant sa vie. Il a eu des réalisations très importantes où il avait perdu son sens de la vision. D'accord? La vision. Il était non-voyant. C'est compliqué. Ça va nous prendre beaucoup de temps de vous raconter l'histoire. On la passe. D'accord, la relation entre Abdelhalim Hafid et Abdelhamid Kishk. L'essentiel, c'était un prédicateur, c'était un chanteur. Ça ne va pas être vraiment une relation d'amitié. Mais voilà, Abdelhamid Kishk, il n'aimait pas Kelfo, il n'aimait pas Abdelhalim Hafid. Il a échangé une autre chose. Qu'est-ce que tu fais? Il y a الوقت pour raconter l'histoire. L'essentiel, les trois sont décédés. Donc la bilharziose est une cause de saignement, mais c'est aussi une cause de tumeur. Attention. Les cancers de la vessie, c'est généralement des cancers urothéliaux. C'est le tissu, on appelle ça transitionnel. Épithélium transitionnel. Oui, ça va une transformation tumorale. Mais ça, quand cette tumeur de la vessie fait suite à une bilharziose, ce ne sera pas un cancer urothélial, ce sera un cancer épidermoïde. Donc selon le type histologique, je peux définir l'origine. En Égypte, il y a beaucoup de cancers de vessie, mais c'est des cancers épidermoïdes. Alors qu'aux États-Unis, il y a aussi beaucoup de cancers de vessie, mais c'est des cancers urothéliaux, dont le facteur de risque, c'est plutôt le tabac. Le tabac, les produits hydrocarbures, d'accord, les solvants organiques, etc. Lorsque l'origine est rénale, c'est plutôt la lithiase, la tuberculose, des infections, une polykystose des reins. La polykystose rénale, c'est un syndrome autosomique dominant, transmission familiale, où les reins, il y a beaucoup de kystes, des petits kystes. C'est des kystes simples, bosniaques. Regardez radiologie rénale. Vous avez fait la classification de Bosniaque? Non, vous ne connaissez pas. Vous avez compris. Ce sont ces qui vont envahir le rein et donc répercuter sur sa fonction. Je peux avoir une hypertension, le syndrome de polykystose. Ou là, le cancer du rein, le cancer du rein peut saigner. Allez, on avance. Le diagnostic différentiel de l'hématurie, comment on va le réaliser? Une urine recueillie en période de règle. Ah, c'est très fréquent. J'ai reçu une patiente qui a dit j'ai une hématurie. J'ai une hématurie.
on l'a envoyé remplir. La première chose à faire devant une éventuelle, c'est de la confirmer. Donc, quitte le patient et l'urine, vous touchez les urines. C'est des urines claires chez elle. Finalement, c'est un saignement gynécologique. On doit t'entendre, je ne pas de gynéco. D'accord. Parce que c'est une. Est-ce que vous êtes en période de règle? Non, donc c'est une. Métroragie. C'est une métroragie. Des saignements en dehors des règles. Attention. Métroragie. Urine colorée par des médicaments et des aliments, comme la betterave, comme on le voit ici. Et l'hémoglobinurie, je viens de vous expliquer, c'est une destruction de la globule rouge. Urine ictérique colorée par les pigments biliaires. Parce que j'ai. Qu'est-ce qui est dans la coloration jaune des urines? On l'a fait l'an dernier en physiologie. Le cycle de la bilirubine. C'est comment c'est moi qui l'a fait? T'as la bilirubine? Qu'est-ce qui colore en jaune les urines? C'est l'urobiline. C'est l'urobiline. D'accord? Lorsqu'il y a une augmentation, tu as l'hémolyse, il y a une augmentation, tu as la bilirubine en général. Vous savez très bien que la bilirubine va être conjuguée pour devenir la bilirubine conjuguée. Elle va aller aux urines, donc il y a la transformation intestinale en urobiline, puis en urobilogène, puis en urobiline, puis en stercobiline au niveau des selles. L'essentiel au niveau des urines, c'est de l'urobiline. Donc, lorsqu'il y a une augmentation de la bilirubine, il y aura une augmentation de l'urobiline et vous allez avoir des urines foncées. Des urines foncées, c'est pas une immature. Parfois, c'est tellement foncé que ça devient marron. Quand ça devient marron, on peut confondre avec une immaturité. Il ne faut pas confondre des urines ictériques à des urines hématuriques. D'accord? L'orthophysiopathologie des ictères, la mazette. D'accord. C'est le tout là. On avance. Les anomalies quantitatives de la diurèse. La diurèse est la quantité d'urine éliminée par 24 heures. Je vous ai dit tout à l'heure cela. Normalement, la diurèse est de 1,5. Bon, on dit de 500 à 1500 cc par 24 heures. La polyurie, c'est quoi? C'est une augmentation de la diurèse qui devient supérieure à 3 litres par 24 heures. Polyurie. Les causes, ça va rapidement. Très bien en biochimie. D'ailleurs, on avance rapidement. Faites-le le polyphato biochimie, le syndrome polyuropolydipsique et les causes de polyurie. Faites-le. Faites-le. Kif. Lequel assiste en biochimie, s'il vous plaît. La potomanie, c'est un trouble psychiatrique. D'accord? C'est la volonté accrue de boire de l'eau. D'accord? Un excès de boisson. Le diabète sucré, au cours duquel j'ai un syndrome polyuropolydipsique qui est dû à l'hyperglycémie ou la différentes modifications métaboliques qui font en sorte qu'il n'y a pas de réponse de la cellule face à l'insuline qui va provoquer une augmentation de la glycémie. La glycémie est osmotiquement active. La preuve est l'introduction de la glycémie dans l'équation de l'osmolarité. Vous avez deux fois 1 à plus glycémie plus urée. Donc la glycémie va exercer une force oncotique et donc la glycémie, le glucose peut attirer l'eau. Donc quand j'ai une glycémie qui est supérieure à 1,80, je vais atteindre le TM, le transport maximal au niveau des cellules tubulaires et il n'y aura plus de capacité à augmenter la réabsorption du glucose qui est sécrété au niveau, ou qui est filtré au niveau rénal entre les glomérules et les tubules et donc le sucre va être éliminé au niveau des urines, il va prendre avec lui de l'eau et j'aurai des urines sucrées. Et donc c'est un syndrome polyurique, puisque c'est une diurèse osmolaire, oui. Puisque le glucose est osmotiquement actif, il va augmenter l'osmolarité, donc il va sensibiliser les centres de soif au niveau hypothalamique. Et donc il va me donner soif. Et je vais boire beaucoup d'eau. C'est le syndrome polyuropolydipsique. D'où l'origine du nom de diabète, qui veut dire en grec tamis, safaya. Parce que les personnes diabétiques, je le dis, tout le monde déjà non. Parce que les personnes diabétiques, ils disent que l'homme est qui est safaya. Donc c'est marrant safaya. Parce que les chevaux, ça fait beaucoup.
On goûté leurs urines. Ceux qui avaient des urines sucrées, c'est minahum safaya halwa. Ceux qui avaient des urines sans goût, c'est minahum safaya marra, insipide. Elle a les deux pathologies, la pathologie de l'ADH et la pathologie de l'insuline. Les deux s'appellent diabète, alors qu'il n'y a aucune relation physiopathologique entre les deux. Quelle est une relation physiopathologique entre les deux? Le diabète insipide ou le diabète sucré. Quelle? واحد شنو atteinte hypophysaire واحد c'est une atteinte pancréatique. Bon, c'est faux de dire que le diabète est une entité pancréatique, c'est une atteinte métabolique généralisée. Non, un syndrome cardinal, c'est un syndrome de base par rapport à n'importe quelle pathologie. Le syndrome cardinal du diabète et le syndrome polypolytypique. Le syndrome cardinal du phéochromocytome, c'est la triade de Ménard. C'est quoi la triade de Ménard? Très bien, c'est pas les palpitations, sueur. D'accord? C'est un syndrome cardinal qui a le phéochromocytome. Donc un syndrome cardinal, c'est un syndrome de base, c'est un syndrome initial, c'est un syndrome annonciateur. Qu'est-ce que je mets syndrome cardinal? D'accord? Très bien, très bien. Donc, par anomalie de la prostate, le diabète sucré, l'hyperglycémie entraîne du diabète osmotique, oui. Donc, tu as fait un osmotique. Le diabète insipide d'origine centrale, par anomalie de la prostate hypophyse ou de l'hypothalamus, une insuffisance de sécrétion de l'ADH. La diurèse est très abondante. Et on le remarque, mais on ne peut pas comparer la diurèse du diabète insipide comme la diurèse du diabète sucré. L'enfant qui a un diabète insipide, il est tellement déshydraté, d'accord, qu'il y a un risque de mort imminente dans les crises polyuriques. La diurèse est très abondante, 4 à 5 litres pour un enfant, d'accord. Les urines sont très claires, de densité faible, c'est une incapacité de concentrer les urines. La polyurie ne diminue pas lors de la restriction des boissons. L'administration d'ADH permet d'obtenir une diurèse normale. Qu'est-ce qu'on a? Comment il s'appelle l'analogue synthétique de l'ADH? Comment on l'appelle? Les CBSMO. Qu'est-ce qu'on donne comme médicament? C'est un test thérapeutique. Déjà, ça permet de faire la différence entre un diabète insipide central et un diabète insipide périphérique. S'il y a une réponse, il est central. S'il n'y a pas de réponse, il est périphérique. La desmopressine. C'est tout là? Non. Ouais. لماذا؟ desmopressine. C'est un analogue synthétique de la vasopressine, ADH. D'accord? On avance. L'administration d'ADH permet d'obtenir une diurèse normale. Elle permet d'obtenir une réponse normale parce que c'est un diabète insipide central. Il n'y a pas de sécrétion d'ADH. Donc quand je donne de l'ADH, il n'y a plus de trouble. D'accord? Si. Le diabète insipide d'origine rénale, d'origine périphérique, elle agit de l'ADH, mais elle ne répond pas quand elle est fixée sur ses récepteurs. C'est quoi la fonction de l'ADH au niveau du rein? اسمع comment? How? Il va stimuler l'expression des quoi? Oui. Dites-le moi. Diabète insipide d'origine rénale par anomalie du tube contourné distal ou du canal collecteur. Plutôt canal collecteur, du tube contourné distal. Elle a les mêmes caractéristiques que la précédente, mais elle n'est pas modifiée par l'administration d'ADH. Parce que c'est les cellules rénales qui ne répondent pas à cette ADH. D'accord? C'est le jeûne ou c'est la fatigue ou c'est quoi? Le café, le manque de café à l'âge. Je pense pas que je ne pense pas qu'il y a entre vous une personne qui boit du café plus que moi. Pourtant. Combien de grammes de café par an? Est-ce que tu appelles des kilos de café? On appelle des kilos de café par an. Des kilos de café. Pourtant,
c'est simple. Il faut juste, au démarrage, chercher un café bien concentré. On va chercher un café bien concentré. Vous avez votre café illimité les 24 heures. Vous avez arrêté le café, il fait comme là. Il ne faut pas. Allez, ça sert à rien. Est-ce que maintenant, Non, je ne sais pas. Vous pouvez dormir après un bon café puis aller dormir. Je sais pas café. Café à 4h30 du matin. Bon café concentré. Ça n'empêche pas de sommeil. Ça ne va pas vous empêcher. Essayez, vous allez voir. Vous buvez le café. Il ne faut pas arrêter le café. Sortez ma salle. Ah, dommage. Dommage pour vous. Je suis très bon. J'ai pris mon café. Aïe, aïe. L'oligo-anurie. L'oligo-anurie. Définition. Oligo, c'est la diminution en-dessous de 1,5 normalement. Ou l'anurie, quand ça c'est inférieur à 300 ou la 500. L'oligorie est une diminution importante de la DRS due à la diminution de la production. La DRS devient inférieure à 300. S'il vous plaît, on parle d'oligurie quand la DRS est inférieure à 500 ou là à 300. Parce que certaines sources disent 300, d'autres disent 500. L'anurie, quand elle est inférieure à 50, on parle d'anurie quand la DRS est inférieure à 50 cc par 24 heures. L'anurie est l'absence totale de la production des urines offrant une vie civile. On en parle toutes les fois que la sonde introduite dans la vessie ne ramène pas d'urine. Ce qui permet d'éliminer une rétention des urines. Si vous voulez, ça fait 0. Quand c'est inférieur à 50, on parle d'anurie. Quand c'est inférieur à 50, on parle d'anurie. Les causes. Généralement, on considère les oligo-anuries de la même façon. Une oligurie et une anurie, on les considère avec presque la même importance. D'accord? Sauf si l'anurie apparaît toute seule, brutalement, comme au cours d'une colique néphrétique. On ne parle pas de colique néphrétique oligo-anurique. Non, on parle de colique néphrétique anurique. C'est elle qui constitue une colique néphrétique compliquée. Cause, l'oligurie et l'anurie sont deux symptômes qui ont la même valeur sémiologique. Vous voyez, on les considère de la même façon. Ils traduisent un dysfonctionnement rénal. L'insuffisance rénale aiguë, que normalement nous étions en train de voir maintenant en physiopathologie. On va voir les séances prochaines, Inch'Allah. Donc, on reprend notre insuffisance rénale. Bon, grossièrement, les insuffisances rénales aiguës, on les divise en trois parties. Les insuffisances rénales d'origine pré-rénale, d'origine rénale et d'origine post-rénale. On va aller voir en détail l'insuffisance rénale aiguë court. Donc, grossièrement, je vous donne les principales causes. Quand l'insuffisance rénale est pré-rénale, ça veut dire que l'anomalie de l'atteinte, elle siège avant le rein. C'est généralement une diminution du débit sanguin rénal. Une diminution du sang qui arrive vers les reins. Qui peut avoir comme origine une insuffisance cardiaque, une hypovolémie, une dyshydratation, une hémorragie, un sepsis, un choc septique, un choc anaphylactique, un choc distributif, ou j'ai du volume, j'ai pas d'hémorragie, mais j'ai une hypovolémie, comme on l'appelle, elle est relative. Il y a du volume, mais il n'y a pas des vaisseaux qui arrivent à se contracter. C'est une hypovolémie relative. L'essentiel, il n'y a pas assez de sang qui arrive vers les reins. Et donc les reins vont souffrir. Ils ne peuvent pas filtrer le sang, parce qu'elle appelle comme le débit de filtration glomérulaire, la force de filtration. Le DFG est une partie du DPG, du DPR, débit plasmatique rénal. Ou le débit plasmatique rénal, c'est une partie dans le débit sanguin rénal. Donc il incasse le débit sanguin rénal. S'il y a diminution du débit sanguin rénal, il y aura diminution du débit plasmatique rénal. Et s'il y a diminution du débit plasmatique rénal, il y aura une diminution du débit de filtration glomérulaire. Et s'il y a élimination du débit de filtration glomérulaire, il y a insuffisance rénale.
Donc, c'est les origines pré-rénales. En général, ça donne une insuffisance rénale fonctionnelle. Une insuffisance rénale fonctionnelle, mais organique. Mais si cette insuffisance rénale fonctionnelle persiste dans le temps, il n'y a pas assez de sang qui arrive vers les reins. Il n'y a pas assez de sang qui arrive vers les reins. Les cellules rénales elles-mêmes vont commencer à souffrir par une ischémie et elles vont mourir. J'aurai une nécrose tubulaire aiguë, la NTA. C'est la principale cause de cas d'insuffisance rénale d'origine rénale. C'est une insuffisance rénale d'origine rénale et on dit que c'est une insuffisance rénale organique. Insuffisance rénale organique. Donc j'ai des insuffisances rénales pré-rénales, c'est des insuffisances rénales fonctionnelles, et des insuffisances rénales d'origine rénale, c'est des insuffisances rénales organiques dont la principale cause est la nécrose tubulaire aiguë ischémique, la NTA. Peut-être comme ischémique ou peut-être comme toxique, comme lors de la prise de certains médicaments, qui m'a les amylosides. D'accord? Votre question? C'est ça? Oui, médicamenteuse toxique, par exemple. Toxique qui met les amylosides. Non, organique. Il y a une destruction, vous êtes en train de tuer les cellules. C'est fonctionnel, il est organique. D'accord? Fonctionnel, mais il le manque les reins. Organique, ce sont les cellules rénales qui sont en train d'être détruites. Les médicaments néphrotoxiques, ces médicaments, ils détruisent les cellules rénales. Ils vont les détruire. Ah non, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, ce n'est pas des molécules néphrotoxiques. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, c'est des molécules qui vont causer une hypotension. Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de quoi? De l'angiotensine 1 ou l'angiotensine 2. Donc ils vont provoquer une hypotension. Donc ils vont diminuer le débit sanguin rénal. Donc ils vont diminuer le débit plasmatique rénal. Donc ils vont diminuer le débit plasmatique rénal. Ils n'ont pas une action directe sur les cellules tubulaires. C'est fonctionnel. Oui, oui. Afférente. Non, ils vont diminuer la pression au niveau de l'artériole, oui, efférente pour diminuer l'infiltration, oui, oui. Une vasoconstriction afférente, une vasodilatation afférente va diminuer l'infiltration, oui, je suis d'accord. Il va y avoir un chat. Non, pas un chat, un chat. Un chat, un chat. Une communication pathologique entre deux vaisseaux. Non. Non. Avec les astantes, c'est un traitement qui est très donné. Les IEC et les ARA2, les antagonistes du récepteur de l'angiotensine et les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Pas nécessairement un chat, non. Ils vont diminuer la pression artérielle en diminuant l'angiotensine. Vous êtes d'accord? Ils vont diminuer l'effet vasoconstricteur de l'angiotensine. Et donc, ils vont diminuer la synthèse de l'aldostérone aussi. Donc, ils vont diminuer la réabsorption de Na+, et d'eau, donc diminuer la pression artérielle. Où ils sont donc contre-indiqués dans certaines situations. Par exemple, au cours d'une insuffisance rénale, au cours de rein unique, au cours de sténose de l'artère rénale. Et donc, c'est des contre-indications des IEC. Ça, ce n'est pas des médicaments néphrotoxiques. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas des médicaments qui vont détruire les reins. C'est des médicaments que moi-même j'utilise pour diminuer la tension artérielle. Donc, il y a de dérouler une insuffisance rénale fonctionnelle, mais chez organique. Alors que les amylosides, c'est des médicaments où au moins ils sont autotoxiques et néphrotoxiques. Ils peuvent provoquer des surdités par destruction de la cochlée et ils peuvent provoquer des insuffisances rénales par nécrose tubulaire aiguë. Il faut faire la différence entre les deux. Oui, il va avoir des effets différents. Troisième type, donc je fais les pré-rénales, je fais les rénales, qui est les post-rénales. Et c'est les obstructions des urétères. C'est des obstructions post-rénales qui mettent une lithiase. Une lithiase sur un rein unique. Une lithiase bilatérale. S'il vous plaît, est-ce qu'une lithiase ou une hydronéphrose unilatérale, est-ce qu'elle me provoque une insuffisance rénale? Non, elle ne me provoque pas une insuffisance rénale parce qu'il y a l'autre rein qui va compenser. Un seul rein peut suffire pour ne pas avoir d'insuffisance rénale.
Si j'arrive à un stade d'insuffisance rénale, le rein qui n'est pas atteint, il est pathologique. Pour arriver au stade d'insuffisance rénale, suite à un obstacle post-rénal, l'obstacle est bilatéral ou bien l'obstacle apparaît sur un rein unique. Parce qu'il est ben l'obstacle un seul rein. L'autre rein va prendre le relais, il va travailler, il va empêcher l'apparition d'une insuffisance rénale. Donc on ne parle d'insuffisance rénale que si... La définition de l'insuffisance rénale elle est biologique. لازم تطلع لي la créatinine. Qui تلقاي هذا لا vous êtes une insuffisance rénale. C'est la conséquence. Même si c'est un seul rein qui est atteint. Oui, là c'est la cause la plus fréquente. Ah, un seul rein parmi les deux. Non. Si vous avez un seul rein qui est atteint ou l'autre fonctionnel, vous devez mettre en doute votre diagnostic. L'autre rein va la parce que le cas normal ne te donne que une insuffisance rénale. Soit le patient a déshydraté, il y a une insuffisance rénale fonctionnelle qui est en train d'accompagner, soit c'est un patient diabétique qui a une néphropathie chronique. هذه هي لازم صح كيكون أشارات في l'examen de créatinine ما نبداوش الكرياتينين Si, oui. Vous aurez en 7. On est insuffisance rénale selon la classification de la CKD-IP. Vous comprenez? Si vous avez un seul rein fonctionnel, il est bien que l'insuffisance rénale. Vous devez chercher à l'âge. L'autre rein, à l'âge, il doit y avoir une autre cause. Est-ce qu'on peut vivre avec un seul rein? خلاص. واحد عنده deux reins. حبس واحد. Normalement, la fonction rénale تاعو تكون normale. تكون نورمال. إذا لقيتي هذا العاب شنو عندها؟ عندها لي دو غا ما راهمش يمشوا. وي. تكون نورمال بون ماشي دوكا كاين ان باسيون يسيبي اون نيفريكتومي تطلع مع الاول وبعد يفوض لا سيرفي ما عادش ندخلو في لي ديتاي تاع النيفرولوجي باسكو يا ان ميكانيزم دادابتاسيون وهذاك لو غان اونيك يكبر اكسترا اكسترا. اسكو فهمتوني؟ Donc les mécanismes, quand tu vois une anurie pré-rénale, rénale, post-rénale, ou par un calcul. Bon, calcul c'est un très gros mot. On va dire obstacle. C'est une, il a l'atteinte rénale en cas de néphropathie tubulo-interstitielle. Par intoxication qui m'a les sulfamides, d'accord? Je disais aminoside. Désolé, c'est les sulfamides qui sont. C'est les aminosides. Surtout les sulfamides, d'accord? En cas de collapsus cardiovasculaire, c'est les causes pré-rénales. Soit une hypotension, il n'y a plus de sang, donc il y a une chute du débit sanguin, soit c'est une nécrose tubulaire aiguë, soit c'est un obstacle post-rénal. Quel que soit le mécanisme, l'anurie va évoluer en trois phases. La phase initiale, c'est une phase de tolérance où il n'y a pas de signes. La deuxième phase, c'est la phase où il y aura apparition des signes, qui m'a l'anorexie, les vomissements, l'asthénie, les crampes. S'il vous plaît, c'est quoi les signes? Crampes, asthénie, vomissements, anorexie. Très bien, bravo. C'est des signes en rapport avec les troubles ioniques. Parce que très l'insuffisance rénale, il y aura des troubles ioniques. Je peux avoir des hypercalcémies, je peux avoir des hypernatrémies, je peux surtout avoir des hypercalémies. C'est ce qu'il y a à craindre au cours d'une insuffisance rénale, parce que ça va provoquer des troubles du rythme, des arrêts cardiaques. C'est en rapport avec les troubles du rythme. Signe respiratoire qui mêle la respiration de cuisse-moelle, par accumulation de corps cétonique, c'est des signes d'acidose. Mettre là, si ça évolue, je peux évoluer vers un coma. Une augmentation de l'urée, hausse de la créate, de l'hypercalémie, acidose métabolique. C'est des conséquences de l'insuffisance rénale. Toutes les fonctions de le rein sont atteintes. Un coma vigile, je veux dire un coma vigile, c'est un coma où le patient reste un peu conscient. Vigile, une vigilance. Le patient reste conscient. Très bien. L'insuffisance rénale chronique à sa phase terminale, la phase de dialyse, où le rein ne peut plus fonctionner. Elle va comporter essentiellement des troubles digestifs, vomissements, des signes hémorragiques. D'accord? Pourquoi on a des hémorragies au cours des insuffisances rénales?
Les hémorragies et des anémies. Les hémorragies, parce que l'urée, quand elle augmente à cause de l'insuffisance rénale, elle va créer des troubles au niveau de l'hémostase. Donc je peux avoir plus facilement des hémorragies. Ou l'anémie, parce que le rein participe à la formation de l'érythropoïétine. Donc une insuffisance rénale, diminution de l'érythropoïétine et donc anémie. Anémie centrale. Une insuffisance rénale, très bien. Très bien. Pour faire la différence entre l'insuffisance rénale aiguë et chronique, on peut se fier à certains critères. Mais chez l'anémie, comme l'insuffisance rénale aiguë, mais qu'est-ce anémie ou l'insuffisance rénale chronique, qu'il y a anémie. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un critère à utiliser avec modération et avec une très grande attention. Ça, au cours d'une insuffisance rénale chronique, il y a réellement une incapacité du rein à synthétiser l'érythropoïétine. Une incapacité du rein à synthétiser l'érythropoïétine. On est d'accord? Mais, et donc il y aura une anémie. Au cours de l'insuffisance rénale aiguë, il y a une insuffisance rénale. Donc, je n'ai pas donné le temps au rein de ne pas synthétiser l'érythropoïétine, une anémie, alors que le globule rouge, il met 120 jours pour pouvoir naître. Donc, généralement, on dit que s'il y a une anémie, ça veut dire que l'insuffisance rénale est chronique, elle n'est pas aiguë. Ça, c'est d'accord. Mais, si vous avez une insuffisance rénale aiguë, pré-rénale, par hémorragie, j'ai un saignement, je saigne, et ce saignement a causé une hypovolémie, et cette hypovolémie, elle a causé une insuffisance rénale. Elle a une insuffisance rénale aiguë, mais elle va être accompagnée d'une anémie, parce que j'ai perdu beaucoup de sang. Donc il faut faire attention en utilisant ce critère. Quel est notre critère? La taille des reins, surtout. C'est le critère le plus important. Si vous avez un rein augmenté de taille, ça veut dire que c'est une insuffisance rénale chronique. Pardon, si vous avez un rein qui est hypotrophique, il sera, ça veut dire que c'est une insuffisance rénale chronique qui a évolué dans le temps. Par contre, si vous avez un rein qui n'a pas changé de taille, maintenant c'est une insuffisance rénale aiguë. D'ailleurs, cela dépend de la cause de l'insuffisance rénale. Quand on a un rein augmenté de taille, c'est plutôt des obstacles. C'est une hydronéphrose, une augmentation de taille par dilatation des voies calicielles. Quand il y a des obstacles, quand j'ai le retentissement sur le haut appareil urinaire, après HBP, hypertrophie bénigne de prostate, après obstacle post-rénal, même tout. Donc, les symptômes sont le tout. D'accord, donc aucun signe en médecine, aucun signe pris isolément est significatif. Il faut toujours comparer par rapport à d'autres signes. Il faut toujours avoir des faisceaux d'arguments clinico-biologiques. Très bien. Donc, vomissement, signe hémorragique. Hémorragique, on a le trouble du métabolisme de l'hémostase. Une pâleur importante à cause de l'anémie. Une insuffisance rénale chronique va provoquer une diminution de la synthèse de l'érythropoïétine et donc elle va causer une anémie centrale. Mais aussi un frottement péricardique intense, un œdème aigu du poumon, les insuffisances rénales vont provoquer des troubles ioniques, des hypoalbuminémies, ce qui va permettre l'apparition d'œdème dans les séreuses, qui m'a la séreuse péricardique, ou là un OAP qui peut être un OAP lésionnel, ou là un OAP par trouble de la tension artérielle, ce n'est pas important. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'était les insuffisances rénales. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'insuffisance rénale? On s'arrête ici pour ce cours.